Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous être fidèles. Merci de vous être inscrits si nombreuses et nombreux pour cette nouvelle visioconférence décarbonée avec le numérique proposée par la mission Écoterre, avec à la production technique les émotionneurs. Un petit coucou à nos amis de l'île de la Réunion. Ils sont toujours aussi fidèles, très très loin, mais bien évidemment, on ne les oublie pas, ils sont là. Merci également à nos intervenants, on va y venir. Décarboner avec le numérique, la France respectera-t-elle ses engagements de l'accord de Paris en termes de neutralité carbone en 2050, sachant que les émissions carbone ont augmenté notamment en 2019 avec la crise sanitaire. C'est une évidence, c'est une certitude même. Les nouvelles technologies et le numérique sont sur le devant de la scène lorsque l'on parle de décarbonation des territoires, avec bien évidemment un coût environnemental certain, réduire l'empreinte carbone, optimiser l'usage de l'énergie et favoriser la résilience environnementale. Comment mettre en œuvre des projets d'écologie urbaine et avec quels outils? Comment l'associer à un schéma directeur de la donnée? Et enfin, comment y associer les citoyens? Autant de questions autour de cette table ronde que l'on vous propose de soulever. Et bien évidemment, ne l'oubliez pas, vous pouvez poser toutes vos questions en direct. Ils sont là, ils sont sages, ils sont fidèles au poste. Philippe Boucher, directeur collectivité territoriale d'Atos. Merci Philippe d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez nous parler des actions d'Atos, c'est ça Philippe? Oui, oui, et puis voilà, il est là. Le numérique, voilà. On va y venir avec quelques précisions. Sylvain Réfaud, conseiller de Paris 10, coprésident du groupe écologiste, social et citoyen à la métropole du Grand Paris. Sylvain, bonjour. Bonjour, cher Alain. Bonjour à toutes et tous. Vous allez nous parler de l'impact du numérique, notamment dans les territoires. Léa Mananti, qui est responsable collectivité territoriale chez Google Cloud. Léa, bonjour. Bonjour à tous et merci encore pour l'invitation. Léa va nous parler des solutions du cloud, notamment. Jacques Rosemont est responsable du plan d'action développement durable de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, partenaire privilégié de la mission Écoterre. Jacques, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, vous allez nous parler du plan d'action de la Banque des Territoires, entre autres, et surtout aussi des territoires ruraux. Et enfin, le docteur Richard Chemla, qui est vice-président de la transition écologique de la métropole Nice-Côte d'Azur. On va commencer par vous, docteur, parce que vous avez un impératif extrêmement important. Docteur Chemla, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour entamer cette table ronde, docteur, il y a moins d'un an, le président de la métropole, Christian Estrosi, déclarait « L'enjeu est fort et lié au plan climat air-énergie territorial 2019-2025 et notre engagement en faveur d'une neutralité carbone. Nous devons offrir de nouvelles alternatives de déplacement sans opposer les modèles de transport, mais en proposant une véritable complémentarité. Docteur Richard Chemla, donc qu'est-ce qui se passe à Nice en termes de décarbonation? Je sais que vous êtes extrêmement sensible aux retombées au niveau de la santé. Oui, bien sûr, Christian Estrosi, si vous voulez, est très intéressé, très impliqué avec d'abord la Smart City, mais aussi sur tout le volet donc santé, environnement. Vous avez vu, je crois que la dernière fois, vous avez Jacques Richier qui était à ma place et qui vous a bien présenté l'importance pour nous du numérique, mais en y associant aussi, bien sûr, la qualité environnementale et la qualité en santé pour nos citoyens. Je voudrais faire une présentation, si vous voulez, en 3 points. La première partie, première diapositive sur une métropole, bien entendu, qui est connectée, où on va assurer, grâce à, si vous voulez, le numérique, toute une série de contrôles, de visio
comme on le fait aujourd'hui, de visioconférence, qui va bien entendu diminuer, là on est sur le volet positif, le volet intérêt, diminuer les déplacements, donc participer à notre plan climat-énergie important qui doit nous amener, bien sûr, vous l'avez dit, en 2050, à être vraiment un bon élève et être neutre. À tout, donc bien sûr, dans la télésurveillance, dans la visioconférence, dans l'apport du traitement médical. Vous savez que la métropole est un peu particulière. Elle a des villes littorales, mais elle a aussi une grande part de hauts et de moyens pays montagneux. Vous en parlerez tout à l'heure, avec l'intérêt pour ces personnes qui sont dans ces villages d'avoir en fait un contact numérique. Et là aussi, donc encore une fois, de diminuer donc les déplacements. Donc 3 points pour moi, une métropole connectée, savoir pour bien utiliser et protéger. Donc deuxième diapositive, si vous voulez. Deuxième cliché qui va nous montrer, si vous voulez, alors qu'on est dans la smart city avec l'ensemble de capteurs qui permettent par exemple de surveiller. Vous savez que la première cause de fuite et de perte en eau, ce sont les fuites qu'on va retrouver tout le long du réseau. Donc on est en train de développer un système qui nous permet de contrôler ces fuites. Donc je l'ai dit, des réseaux de télésurveillance, des atouts importants dans une transmission médicale avec un pays qui est un haut et un moyen pays qui est un peu isolé. On a aussi l'intérêt, bien sûr, du haut débit. On n'y est pas contre. Vous savez que SFR, mais d'autres opérateurs sont en train d'y installer cette 5G, qui nous permet d'avoir des images, des documents très importants. Il faut faire très attention parce que j'aime bien reprendre la phrase d'un membre du Haut Conseil du climat qui nous a qui représente un petit peu la 5G en disant à chaque fois qu'on crée une route, une voie sur une route, dans quelques années elle est saturée, il faut en créer une autre. Donc je pense qu'il y a aussi toute une notion de bien utiliser la 5G pour qui, pour tout le monde ou pas. Il faut entamer cette discussion. Donc on voit aussi donc ce que je vous ai dit sur la diminution des déplacements, sur aussi ce qui est intéressant pour nous, notre métropole, le développement de ce qu'on appelle d'une économie propre, c'est-à-dire que si on a un système numérique fiable, avec en particulier un bon réseau, on va pouvoir attirer au sein de notre métropole des acteurs économiques qui vont développer ce qu'on appelle du tertiaire très propre. Et donc ça, c'est aussi important pour une métropole. Là, on voit donc tout le côté avantageux du numérique, une baisse importante de déplacement, une baisse importante en fait des gaz à effet de serre. Deuxième diapositive. Mais là, par contre, on voit aussi que cette métropole qui est connectée ne doit pas déconnecter les hommes. Il faut apprendre à connaître et à utiliser le numérique. Il y a un vrai guide d'apprentissage parce qu'il est aussi consommateur de gaz à effet de serre. Un taux de 47% pour les utilisateurs, les réseaux c'est 28%, on voit que les centres de données qui sont importants c'est 25%, tout ça, ça représente quand même un peu plus de 2 à 4% d'empreinte carbone. Certains l'ont même analysé avec l'augmentation de l'axe 5G comme l'équivalent de la consommation en gaz à effet de serre des vols aériens. Donc vous voyez que c'est pas négligeable, et si on continue le progrès, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Commissariat, c'est le Haut Conseil au climat qui le dit, si on continue à progresser dans ce sens, on aura au niveau du numérique une augmentation d'énergie qui peut atteindre dès les futures années autant que la consommation d'électricité qu'on consommait en 2008. On voit donc cette importance. Je vous ai mis simplement, j'aurais pu donner plein d'exemples, mais pour vous dire l'importance de bien utiliser les outils. 1 heure de vidéo, c'est égal à la consommation électrique d'un réfrigérateur pour 1 an. Il est important, et chez nous, la métropole, et je répète, Christian Estrosi est très sensible à cela, c'est de peser le pour et le contre. On dit toujours qu'il n'y a pas de mauvais outils, il y a des mauvaises indications. Donc, importance d'adapter, de former nos concitoyens au sein métropolitain à bien utiliser ce numérique pour vraiment aller dans le sens d'une balance donc négative sur la décarbonisation. Dernière diapositive, je crois. Voilà. Et ça, c'est pour vous montrer aussi qu'il y a un impact sur la santé. Alors, ça aussi, il faut démystifier. Ça fera peut-être plaisir à certains de nos interlocuteurs sur le numérique. Le numérique, toutes les études montrent que ce ne sont pas les antennes, ce ne sont pas les énormes pylônes qu'on voit un peu partout et qui sont dangereux en fait pour notre santé, c'est simplement, et une fois qu'on a compris ça, c'est simplement la chaleur, c'est-à-dire le téléphone qu'on va mettre à l'oreille. À partir de là aussi, on peut avoir un intérêt de cette explication, et vous avez l'exemple ici sur un thermoscanner. Vous voyez l'importance à droite sur votre écran d'un adulte, sur un crâne d'adulte, alors qu'à gauche vous avez un enfant de 5 ans, et vous voyez la pénétration de chaleur lorsqu'il porte son téléphone à l'oreille. Tout ça pour vous dire que on est prêt, nous, au sein de cette métropole, à
pousser ce numérique, à décarboner avec ce numérique. Ça va nous permettre, bien entendu, de jouer sur notre plan climat, mais on est aussi prêt à prendre en charge et à expliquer dans des ateliers santé-environnement, au sein des écoles, au sein des familles, au sein d'associations, à expliquer aussi les dangers s'il y a une mauvaise utilisation. Vous voyez que c'est un package complet que veut faire notre président. Être prêt, être performant, assurer la décarbonisation, savoir aussi que tout produit consomme, et plus on veut être performant, et plus il faut adapter cette consommation pour qu'elle soit vraiment faite à bon escient. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes, en fait pour ouvrir ce débat, et je vous remercie une nouvelle fois au nom de Christian Estrosi de nous avoir invités au sein de ce sujet qui est passionnant, et que vous voyez l'importance en fait. Il y a toujours un bon côté, mais tout réside en fait dans l'utilisation à bon escient. Pour reprendre aussi encore un terme du Haut Conseil au climat, la 5G n'est sûrement pas faite pour regarder des vidéos pornographiques dans un ascenseur. Et enfin, pour dire qu'il y a toujours un côté important dans la technologie, à appréhender ces technologies, à la comprendre, à faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact, à limiter le renouvellement par exemple de terminaux, à essayer de rentrer dans une éco-conception, à choisir les matériels qui ont une date de fabrication, une date d'utilisation un peu plus longue. Et ça existe aujourd'hui, je ne vais pas citer, mais il y a des marques de téléphones qui ont démontré qu'on pouvait les garder beaucoup plus longtemps. Tout ça fait que on peut rentrer à ce moment-là dans une décarbonisation, et on peut rentrer dans un plan climat en utilisant le bon côté du numérique. Je vous remercie. Docteur Chemla, merci. Puis bonne chance pour le dossier que vous allez défendre dans quelques minutes, je crois. On va essayer. C'est ça ? Oui, c'est ça. On va défendre la présentation de la ville de Nice. La ville de Nice au sein des villes santé environnement. Merci docteur. Donc pour vous résumer, décarboner avec le numérique, pour le docteur Richard Chemla, c'est avant toute chose bien utiliser les nouvelles technologies, développement d'une économie propre, et puis décarboner avec le numérique, c'est savoir l'utiliser et connaître ses impacts, éducation, enseignement. Philippe Boucher, je le disais, directeur collectivité territoriale d'Atos. Alors Atos est engagé à devenir neutre en carbone d'ici 2028 et à aider ses clients en ce sens. En préparant cette émission, et vous le disiez en entame, en termes de décarbonation, le numérique est un mal pour un bien. Et justement, ce qu'évoquait le docteur Chemla, c'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien. Qu'est-ce que ça vous inspire, Philippe Boucher ? Alors, donc, à mon tour, de vous dire merci pour avoir l'occasion un petit peu de présenter un certain nombre de choses sur le sujet décarbonation dont tout le monde maintenant parle, et à juste titre. C'est un sujet qui est éminemment important. Pour revenir sur la partie mal qui a été exprimée par le docteur Chemla, ce que je pourrais juste rajouter, c'est la chose suivante. C'est qu'aujourd'hui, donc effectivement, il y a 4% des émissions d'effet de serre qui sont liées au numérique. Ça, c'est incontestable, et c'est dramatique. À côté de ça, si on fouille un petit peu davantage, on se rend compte que la plupart de cet effet de serre, de ces émissions, sont portées par tout simplement les portables, la télévision, les vidéos, c'est-à-dire les actes de tous les jours. C'est une immense majorité du problème. Il y a plus de 34 milliards d'équipements aujourd'hui répartis dans le monde, 1,1 milliard de box, on pourrait citer un tas de chiffres, et donc voilà, donc ça c'est un fait. Après, si on regarde un peu plus en profondeur, du coup on peut en déduire que la partie liée à l'IT, alors ce qu'on appelle l'IT ou système d'information, c'est tous les serveurs, toutes les données qui vont être gérées dans vos data centers ou dans les nôtres, pour produire de l'information intelligente vers les villes, vers votre commune ou vers votre intercommunalité. Ces data centers, ces données-là, elles pèsent beaucoup moins dans cette histoire de décarbonation. Est-ce que pour autant c'est négligeable ? Non. L'IT reste de toute façon un endroit sur lequel on doit absolument creuser et améliorer les choses, et surtout montrer l'exemple. Alors par rapport à ça, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le coût que ça représente, le mal, si on regarde le bien, avant de regarder le bien, déjà, c'est comment rectifier le tir, c'est-à-dire par rapport à ces consommations, à ces libérations de CO2. La première chose, quelque part, on vient de le voir, c'est le comportement. C'est qu'il va falloir travailler sur
la partie comportementale. Comportementale, partie fabrication, hein, on parle des portables. Bon, on doit pouvoir, et les constructeurs recherchent des choses pour améliorer la partie portable, la partie téléviseur, encore qu'ils grossissent de plus en plus, donc c'est pas bon pour le carbone. Mais en tout cas, il y a cette partie comportementale sur laquelle on peut pas grand chose. On verra qu'il y a quelques outils numériques qui peuvent servir quand même. Après, il y a tout simplement la réponse des entreprises IT, donc de systèmes d'information comme la nôtre. Donc voilà, on n'est pas seul, hein, même si on a été, je dirais, publicité comme l'entreprise numéro 1 sur le sujet ces dernières années. Comme tu l'as dit, Alain, il y avait un objectif de pouvoir être zéro carbone à horizon 2035. Donc bien en avance par rapport à ce qui était indiqué sur le plan mondial. Et la bonne nouvelle qu'on vient d'annoncer il y a pas longtemps, c'est on sera prêt en 2028. 2028, on n'y est pas, hein, mais ça va venir vite. Prêt, ça veut dire qu'à ce moment-là, et même avant, en 2025, on aura réduit la consommation de 50% de nos émissions, les émissions liées au groupe, au fonctionnement du groupe Atos. Donc les entreprises d'IT et les autres d'ailleurs, hein, toutes les grandes entreprises doivent, je dirais, travailler dans ce sens. Après, une société comme la nôtre, on est fabricant, hein, on est le seul fabricant européen de serveurs, de super ordinateurs, de super calculateurs. On a un rôle et un devoir hyper important sur le sujet. Donc on va aller travailler, pour rester sur le mot de rectifier le tir, on va travailler énormément sur tout ce qui va, la recherche, tout ce qui va être plan ambitieux pour essayer par exemple, on vient de signer un accord avec HDS pour pouvoir fournir dès 2023 le premier data center à consommation d'hydrogène, purement d'hydrogène. Voilà, à l'aide bien entendu des capteurs, du solaire, etc. Donc ça, voilà, on s'est engagé là-dessus. On travaille également, comme en tant que fabricant, sur le matériel lui-même, sur nos matériels concrets. On essaye de travailler sur tous les systèmes qui vont permettre d'améliorer de diminuer la consommation de carbone. Typiquement, c'est ce qu'on fait sur nos serveurs avec des systèmes de refroidissement à l'eau chaude, 40 degrés. Donc, on travaille sur ces systèmes, je ne rentrerai pas dans les détails, pour faire que nos serveurs d'aujourd'hui et ceux de demain consomment de moins en moins, libèrent de moins en moins de CO2. Dernier point sur le CO2 et les entreprises, nous, on travaille effectivement sur, comme d'autres, hein, sur l'utilisation du CO2 comme source d'énergie. Ça, c'est un point hyper important que je voulais souligner. Donc, ça, c'est un peu pour rectifier le tir, notamment nous qui sommes en partie responsables, ces entreprises d'IT. Après, il y a le bien que ça apporte, le système d'information. C'est pareil, il y a quelques éléments qui ont été donnés par le docteur. Je dirais simplement là-dessus, moi je distingue 3 catégories d'apports sur l'IT. Il y a les outils de pilotage, il y a les approches indirectes, et puis il y a les outils d'acculturation. Les outils de pilotage, on va travailler pour aider les entreprises. On vient d'acquérir une société très connue en France, EcoAct, qui va travailler sur ces sujets-là. C'est quoi? C'est aider les entreprises, numérique ou pas numérique, hein, aider les entreprises à définir un plan de décarbonation. Voilà. Et au niveau IT, on fait la même chose. On réalise des audits qui permettent à une entreprise de savoir à quel état son IT, son système d'information est, pour savoir en combien de temps elle pourrait évoluer, pour faire quoi, et se donner un planning d'évolution. Ça, c'est la partie audit. Sa partie donc audit et outils de pilotage, c'est complété par une démarche. Donc ma collègue de Google va en reparler. C'est l'imagerie satellitaire. Hein. Donc nous, on travaille on y croit. Moi, j'y crois énormément. C'est la capacité à utiliser le satellitaire pour effectivement apporter des outils de pilotage complémentaires. Nous, on travaille, c'est l'approche Mundi avec ADS, avec l'Agence spatiale européenne, etc. L'approche Mundi qui permet en fait un certain nombre de choses. C'est une analyse des sols très fine. Et notamment, on va détecter au mètre près les zones les surchauffes, les zones de surchauffe, les hotspots, les zones chaudes. Ça, c'est à l'échelle d'un quartier, ça peut être à l'échelle d'une école, ça peut être à l'échelle d'un lycée, ça peut être à l'échelle d'une ville. Et on va en déduire, aider, je dirais, les actions qui pourraient être entreprises pour reboiser, par exemple, un quartier ou un endroit particulier. Le satellite va permettre également de travailler sur la partie résilience, c'est-à-dire comment améliorer comment se prévenir de catastrophes.
Notamment, par exemple, on travaille avec une grande métropole du sud de la France sur l'utilisation croisée de données avec les données de captation de l'air. Mais on va croiser ça avec des données de météo, etc., pour en déduire une prévision des pollutions de l'air très très fines. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect satellite et l'aspect pilotage. Après, il y a les approches indirectes. Et là, c'est pareil, le docteur Chemla en a parlé à un moment donné, c'est hyper important. Là, il y a énormément d'entreprises de l'IT qui sont dessus, nous, bien entendu aussi. On va parler de mobilité décarbonée, d'accord ? On va parler d'autopartage. Ça, on y croit énormément. Le Covid, malheureusement, ça aide pas, mais on y croit énormément. Et il existe des applications permettant de mettre au point cet autopartage avec les entreprises, notamment suite à la dernière loi passée, des outils de GMAO pour gérer plus efficacement. GMAO, ça veut dire quoi? C'est pour tout simplement gérer mieux les consommations à l'échelle des bâtiments. Voilà. Et puis, on a un produit particulier qui s'appelle Vivacité, qu'on a mis en œuvre avec la métropole de Grenoble, où là, vous avez dans les mains, c'est l'utilisateur final, monsieur tout le monde, ou la mairie, ou en l'occurrence la métropole, un outil qui permet de mesurer les consommations, tout flux confondu, eau, gaz, électricité. Voilà. Et pour l'utilisateur final, de manière anonymisée. C'est-à-dire, je sais, en comparant ce qui est comparable, je sais exactement dans mon quartier, dans mon immeuble, qui consomme et quoi et comment je suis par rapport à eux. Voilà le genre d'outils qu'on peut avoir. Donc, en approche indirecte. Dernier point. On a parlé tout à l'heure, il y a l'aspect acculturation. On a parlé de comportemental et j'évoquais un outil. Vous pouvez télécharger une petite application. Voilà, on n'est pas le seul à le faire, mais en tout cas, elle existe. Ça s'appelle Atos Green. Vous vous connectez, vous l'utilisez, donc vous la chargez sur le web. Aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser qu'en mode déconnecté, mais c'est une application qui est presque un jeu qui vous permet de mesurer votre consommation de CO2 dans une journée avec tout ce que vous faites. Voilà. La nouveauté par rapport à cette application-là, c'est qu'on vient de signer un accord avec une grande région pour mettre ça dans les mains des lycéens. Et ce qui fait que, c'est-à-dire brancher au système d'information du lycée pour comprendre, pour donner aux moyens aux lycéens de comprendre ce qu'ils consomment en termes de système d'information lorsqu'il travaille du matin au soir et comment il peut éviter, notamment on l'a vu tout à l'heure, d'envoyer trop de pièces jointes lourdes, etc. Puisque les mails, non, je l'ai peut-être pas dit ça, mais le mail, mais tout le monde le sait, c'est de la consommation de CO2, d'accord. Et on dit souvent que 20 mails chargés avec une pièce jointe en fin de journée, c'est l'équivalent de 100 km faits en voiture. Voilà. Donc tout ça, oui, ça, c'est effectivement un mal. Oui, il y a quand même des moyens pour rectifier le tir par rapport à ça, et on y va. Et puis 3, on va dire, on est les outils disponibles. Il y en a beaucoup qui peuvent faire en sorte qu'on aide à cette diminution de carbone sur le territoire, à l'échelle du territoire et du monde, bien entendu. Voilà ce que je pouvais dire. Philippe, on y reviendra. Il y a 2 questions, enfin une double question pour vous en tout cas. La première, pouvez-vous redonner le nom de l'application? Et enfin, comment calcule-t-on le cumul de ces applications en termes de consommation? Alors pour la première question, tu faisais référence à l'application Mundi par satellite, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, voilà. C'est celle que. Sinon, j'ai cité Vivacité pour le calcul multiflux. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, j'ai peut-être pas bien compris. Alors, la deuxième, c'est comment calcule-t-on le cumul de ces applications en termes de consommation? Alors, la plupart des applications que j'ai citées, on connaît pour la plupart des matériels informatiques, que ce soit les réseaux, les serveurs, les postes de travail, les mails, etc. On connaît les équivalents carbone qu'elles produisent. On a des données qui sont bien entendu empiriques, qui sont pas empiriques, pardon, qui sont le résultat de calculs qui ont été faits à l'échelle mondiale et qu'on réutilise. Donc on va réutiliser des ABAC qui existent et après la consommation, on sait la mesurer. À partir du moment où on sait la mesurer, la consommation, je prends l'exemple du mail, on sait de manière très facilement énumérer le nombre de gigaoctets de mails transférés par un individu dans une journée, pour peu qu'on y donne accès. Tout ça, c'est bien entendu avec toutes les protections qui vont bien de la CNIL. Et bien derrière, de manière anonymisée, on sait quelle est la consommation équivalent carbone qui est dégagée. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question en disant ça ou...
Oui. Enfin, c'est une question du public, hein, mais pour moi, c'est extrêmement clair. Donc, ça se mesure comme ça. Voilà. Ça se mesure comme ça. D'accord. Donc, si je résume bien, pour Atos, bien évidemment, c'est très intéressant, la fourniture en 2023 du premier data center à base d'hydrogène. Ça, c'est vraiment à retenir. La diminution, la consommation carbone, c'est un travail finalement au quotidien, un travail collaboratif est à mettre en avant pour décarboner. Je reprends une petite réflexion de notre public qui disait justement le travail collaboratif est à mettre en avant pour décarboner. J'ai une question là, mais on y viendra après. Je pense Sylvain Réfaud qui est tout là, tout près. Sylvain Réfaud, je le disais, conseiller de Paris 10, coprésident du groupe écologiste social et citoyen à la métropole du Grand Paris. Avant d'en arriver au vif du sujet avec vous, Sylvain, je pense que vous êtes satisfait quand vous entendez le docteur Chamelin, quand vous entendez Philippe Boucher pour Atos, ça va, hein? Il n'y a pas que du négatif. C'est beaucoup positif pour vous. C'est bien, tant mieux pour tout le monde, pour la planète. Je pense que la prise de conscience est quand même forte et c'est tant mieux. Et je sais ce que fait la métropole de Nice, mais d'autres métropoles aussi dans cette direction-là. Après, on a le constat, 4% des émissions de gaz à effet de serre, 5% de la consommation d'énergie mondiale, c'est le numérique. Mais c'est pas tant ce chiffre-là qui est préoccupant que la trajectoire. On est sur une augmentation de 9% par an et donc une trajectoire qui peut devenir extrêmement préoccupante. Et la Convention citoyenne pour le climat ne s'y est pas trompée puisqu'elle a formulé un certain nombre de recommandations. Le numérique a fait l'objet d'un chapitre à part entière dans ses recommandations sur le fait notamment de systématiser les écolabels, de jouer sur l'équipement numérique, parce qu'en fait, entre la répartition des consommations et des externalités négatives du numérique, c'est une grosse moitié, c'est les terminaux, donc les téléphones, les ordinateurs, tous les consoles, enfin tous les téléviseurs, voilà, tout ce qu'on utilise pour se connecter. Et puis la petite moitié, ce sont les réseaux et les infrastructures d'hébergement. Donc, première responsabilité, effectivement, d'avoir une meilleure information des usagers, un meilleur travail sur le cycle de vie des produits, et puis pour venir sur ce que peuvent faire les collectivités locales sur cette dimension-là, parce que moi c'est ce qui me préoccupe, eh bien faire en sorte de limiter le suréquipement, de jouer sur le cycle de vie des équipements, peut-être permettre aux gens, aux salariés, aux agents publics dans un premier temps d'utiliser le même ordinateur à la maison ou le même téléphone à la maison et dans leurs activités professionnelles, virtualiser le poste de travail. Il y a beaucoup de choses qui se font dans cette direction-là pour essayer d'avoir des équipements, des exigences en termes d'équipement qui sont moins fortes pour faire fonctionner le système d'information. Et puis tout le travail aussi, alors ça a été dit par Atos évidemment, et je me doute que Google va dire pareil, la virtualisation des serveurs, le fait d'utiliser de plus en plus des infrastructures mutualisées. Alors elles peuvent être mutualisées avec des grandes entreprises numériques, elles peuvent être aussi mutualisées avec des acteurs territoriaux, les opérateurs publics de services numériques, ils peuvent aussi avoir des partenariats avec ces entreprises pour faire des data centers qui sont vertueux, qui font de la récupération de chaleur. Ça fait partie des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, d'imposer la récupération de chaleur pour les data centers. Il faut vraiment réfléchir à ces usages-là. Et puis l'utilisation d'une énergie décarbonée pour tous ces grands équipements numériques. On peut réfléchir aussi et travailler aussi sur toutes les logiques d'archivage. Nos boîtes mail sont pléthoriques et tous les systèmes d'information sont très consommateurs aussi de bandes passantes, de données, d'espace sur les serveurs aussi parce qu'elles sont très fortement saturées, alors qu'on peut avoir des logiques d'archivage qui fassent en sorte d'optimiser tout cela. Et puis le code, c'est aussi un levier pour faire en sorte que
la consultation d'un outil, d'un logiciel soit moins consommatrice de bande passante et de mémoire et d'intelligence du système, et ça nécessite de revoir aussi les codes. Alors ça, c'était décarboner le numérique, et c'est vraiment un enjeu. Je suis heureux effectivement que les interlocuteurs précédents l'aient dit. On peut quand même dire que le numérique peut être un outil pour décarboner la société, ces réserves-là ayant été formulées. Et effectivement, il y a quand même pas mal d'applications qui se développent. Moi, je pense à la métropole de Rennes qui utilise des réseaux des réseaux dédiés à l'Internet des objets pour optimiser la tournée des collectes des bornes d'apport volontaires de la propreté, et donc c'est des outils qui permettent d'éviter d'avoir un camion qui passe chaque jour ou chaque 2 jours devant l'ensemble des bornes, mais d'aller les relever uniquement lorsqu'elles sont pleines. Globalement, tous les métiers de logistique, et il y en a énormément dans les collectivités locales, peuvent être facilités, optimisés avec le numérique. On peut penser aussi à la gestion urbaine, effectivement, toutes les composantes sur les espaces verts, avoir des capteurs d'hygrométrie, pouvoir télécommander des dispositifs d'arrosage, c'est aussi une façon de limiter la surutilisation, la surconsommation des ressources. Voilà, et puis ça a été dit évidemment, tous les logiques de capteurs, etc. Et donc, ouais. Oui. Oui, Sylvain, allez-y. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, donc, rapidement, je voulais juste reboucler sur les citoyens, parce que c'est aussi prendre des bonnes décisions, d'utiliser bien les outils numériques, et on a des outils qui permettent aussi de concerter mieux, de discuter mieux, et finalement quand on fait un projet d'aménagement ou un projet urbain, eh bien si la discussion a été bonne, eh bien on peut avoir des meilleurs projets et éviter d'avoir à revenir ou de surconsommer les ressources naturelles locales, et notamment les espaces naturels. Et puis les logiques de maîtrise des consommations par les personnes. Moi, je crois que c'est important. On maîtrise mieux sa consommation lorsqu'on la connaît, et donc je suis très admiratif de ce que fait Grenoble et qui a été rappelé récemment. Et puis dernier élément, pour le citoyen, tous les achats, on est des électeurs, mais on est aussi des consommateurs et des consommatrices, et il faut vraiment développer ces aspects-là et faire en sorte que on puisse avoir une information complète sur l'impact de ce qu'on achète pour s'équiper d'un point de vue numérique. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade. Merci Alain. On va y revenir, Sylvain Réfaud. Donc, pour vous résumer, prise de conscience citoyenne, utilisation d'énergie décarbonée, meilleure information des usagers, puis être attentif plus que jamais au cycle de vie du matériel. Alors, 2 questions, je ne sais pas si elles sont directement en votre direction, Sylvain Réfaud, mais enfin, y a-t-il des cabinets spécialisés en capacité d'analyser l'impact carbone d'une commune et de proposer un plan de décarbonation? Sylvain? Ah, je sais qu'il y en a. Oui, je sais qu'il y a des... Voilà, donc il y en a. On va pas en dire plus. Il y en a, d'accord? Voilà, pour répondre à la question du public, il y en a. Quelles solutions, selon vous, pour mieux maîtriser ces nouveaux usages susceptibles de générer une forte inflation? Rapidement. Je pense que c'est la sobriété numérique, c'est aussi la sobriété des usages, c'est la responsabilité de chacun, et puis je dis aussi la responsabilité des organisations pour identifier effectivement tous ces leviers-là et faire en sorte d'adopter aussi les bons gestes en interne et de les faire adopter par les citoyens. Alors, vous parliez, Sylvain, de Léa Mananti et notamment de Google Cloud. Vous êtes très impatient d'entendre, vous avez entendu Atos, maintenant Google Cloud. Léa Mananti, je le disais, vous êtes responsable collectivité territoriale de Google Cloud. Quelques mots d'abord sur Google Cloud. Tout à fait. Alors, Google Cloud est une entité séparée du groupe Google qui s'adresse uniquement à des professionnels aussi bien du secteur privé
que public. C'est important de le souligner parce qu'on a un modèle économique à part et notamment nos clients sont propriétaires de leurs données et nous sommes une plateforme de services avec notamment par exemple des outils pour le télétravail, encourager la collaboration, mais aussi on met à disposition une plateforme cloud qui est sécurisée, ouverte et innovante et qui permet de développer son infrastructure, des applications, bénéficier d'intelligence artificielle, etc. Alors, on a entendu Philippe Boucher pour Atos et tout ce qu'entame et tout ce que fait Atos en matière de décarbonation. Et alors, Google Cloud, enfin le cloud exactement, comment cela se passe? Là, Sylvain Réfaux est très très attentif et nous tous, nous sommes très attentifs à ce que vous allez nous dire. Tout à fait, c'est effectivement des sujets très importants et Google Cloud est très conscient aussi de son impact et s'est engagé depuis de très nombreuses années pour réduire son empreinte écologique. Il faut savoir qu'effectivement le cloud est un formidable moyen de mutualiser les ressources et finalement de ne consommer de l'informatique uniquement quand on en a besoin. Pour Google Cloud, on a mis en place deux choses pour nos data centers. D'une part, on a pu réduire la consommation de nos data centers en utilisant un algorithme et qui a été très efficace puisqu'il a permis de réduire par 2 la consommation énergétique de nos data centers alors que effectivement la consommation, elle, continue d'augmenter, la demande. Et puis, par ailleurs, Google Cloud est très investi sur les sujets environnementaux. Nous sommes neutres en carbone depuis 2007 et nous avons pris l'engagement récemment d'atteindre 100% d'utilisation d'énergie décarbonée d'ici 2030. Ce qui signifie que pour l'ensemble du groupe Google, que demain vous regardiez une vidéo sur YouTube, que vous envoyez un mail, ça sera uniquement de la consommation d'énergie décarbonée. Et pour avancer en toute transparence, on a également publié sur Internet un indice de consommation en énergie décarbonée. Donc vous pouvez voir sur chaque data center où on en est exactement de cet objectif. Alors Léa, justement, data center, j'ai une question. Que pensez-vous de l'idée de développer des data centers à taille humaine, c'est-à-dire à échelle territoriale, en y intégrant systématiquement son impact carbone dans le cadre de son implantation? Alors, c'est effectivement très intéressant hein, et justement par cet indice de consommation en énergie sans carbone, c'est ce qu'on essaye de montrer. Et par ailleurs, je pense que quand il y a l'implantation d'un data center, c'est très important de pouvoir aussi investir dans l'écosystème local pour développer des types d'énergie renouvelables qui puissent alimenter le data center en question. Alors on reviendra avec vous Léa parce que j'ai une ou deux questions à vous poser sur l'analyse d'images notamment, sur les flux de circulation. Vous êtes très sensible à Google Cloud sur ces problématiques-là. Donc je résume, pour Google Cloud, c'est réduire la consommation des data centers, vous le faites déjà, et puis une grande promesse. D'ici 2030, 100% d'énergie décarbonée. D'ici 2030. On le note, on le note. À nos côtés, bien sage, il attend. Jacques Rosemont. Jacques, vous êtes responsable du plan d'action développement durable de la Banque des Territoires. Il y a quelques mois, en septembre dernier, la Banque des Territoires s'est engagée pour accélérer le déploiement de nouvelles infrastructures énergétiques et faciliter la décarbonation de l'industrie. Quel est le plan climat de la Banque des Territoires, Jacques? Alors, bonjour, merci beaucoup pour participer à ce colloque. Le plan climat de la Banque des Territoires, c'est 40 milliards d'euros associés avec BPI France. Pourquoi BPI France? Parce qu'avec on estime que dans un écosystème territorial, il faut pouvoir être en capacité de réunir les collectivités et les acteurs, les entreprises d'un même territoire. Donc ça, c'est vraiment une première chose extrêmement importante. Et la deuxième
deuxième chose tout aussi structurante dans ce plan climat, dans ces 40 milliards en question, c'est être en capacité, en réalité, d'accompagner la transition écologique et énergétique des territoires. Cet accompagnement, il passe par la permission, enfin par la mise en place et la capacité d'un territoire à être résilient d'un point de vue environnemental, résilient mais aussi d'un point de vue économique et d'un point de vue aussi social. En fait, c'est ce qui caractérise toute la mission de la Banque des Territoires de façon générale en tant qu'acteur d'intérêt général. Donc ça, c'est vraiment structurant, c'est vraiment important par rapport à ça. Et dans tous ces outils qui touchent directement à l'énergie, qui touchent directement à la mobilité, qui touchent directement au service aux citoyens, il y a un élément fondamental qui finalement permet d'accélérer cette transition, c'est le numérique. Le numérique au service de. En réalité, depuis tout à l'heure, et je l'entends, et je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette discussion-là, depuis tout à l'heure, on présente le numérique comme étant un outil, et en fait, c'est effectivement un outil, et tout à l'heure, par rapport à la 5G, c'est ce que disait Monsieur Chemla, en l'occurrence, c'est un outil, mais cet outil-là, tout dépend de la façon dont on l'utilise. Ça peut être un outil au service de, ou ça peut être un outil qui justement ne nous rende pas du tout service et va à l'encontre de la transition écologique et énergétique des territoires. À la Banque des Territoires, c'est en mettant en place ces services de mobilité, les télécentres ou encore des plateformes de données urbaines qu'on va finalement accompagner cette transition en faisant du numérique un outil effet de levier plutôt qu'un outil frein dans le cadre de cette transition énergétique et écologique des territoires. Donc ça, c'est vraiment le premier point important par rapport à ça. Le deuxième point qui est vraiment fondamental, c'est qu'on est la Banque des Territoires. Donc la Banque des Territoires, ça veut dire aussi qu'on s'occupe de tous les territoires et que on a découvert, enfin c'est pas une découverte en fait, on a mis à jour malheureusement depuis un an un élément très clair, c'est les zones blanches, ces fameuses zones blanches, ces zones non desservies, aussi bien d'un point de vue numérique que d'un point de vue mobilité, que d'un point de vue service à la personne, que d'un point de vue global par rapport aux liens qu'il peut y avoir. Mais cet écart d'accès aux services fondamentaux des territoires, de certains territoires vis-à-vis d'autres, c'est malheureusement beaucoup accentué durant cette dernière année et on a été en capacité de les voir de façon beaucoup plus violente et beaucoup plus dure. Et en fait, le numérique va nous servir, nous, à pouvoir justement compenser ça et avoir une approche du numérique plus inclusif qui sert finalement à répondre aux enjeux d'une cohésion sociale et territoriale et permettre à tous, finalement, en tout point du territoire, d'avoir un égal accès aux services fondamentaux du numérique. Alors, je pense notamment aux établissements France Service, je pense finalement à tous les réseaux qu'on va pouvoir mettre en place, notamment en collaboration avec les acteurs locaux et avec les acteurs publics locaux, et les tiers-lieux font partie de ces espèces d'incubateurs qui vont permettre de concentrer des services avant toute chose numérique et rendre accessible l'outil numérique au service d'un levier de transition beaucoup plus puissant et beaucoup plus intéressant à mettre en œuvre pour tous dans tous les territoires. Jacques, j'ai une question, je ne sais pas si elle vous est destinée. La 5G permettra-t-elle de résorber les zones blanches ? C'est assez technique. Comme vous parliez de territoires ruraux, voilà, je pose la question à l'ensemble de nos intervenants. Qui veut répondre? La 5G permettra-t-elle de résorber les zones blanches? Sylvain Réfaud, je vois, il ouvre. Oui, allez-y, Sylvain. Mais non, en fait, vu le temps qu'il a fallu pour déployer la 4G dans les zones les plus reculées, puis avant elle, la 3G, la 2G, la 5G, je pense qu'il y a des chances qu'on l'attende. Voilà, les opérateurs avaient pris un certain nombre d'engagements pour le déploiement de la 4G, ils s'apprêtent à faire de même pour la 5G, mais on voit que ça tarde beaucoup. Donc, de ce point de vue, je ne crois pas que la 5G soit une solution vraiment à ces questions-là. D'accord. Alors, une autre question, neutre en carbone sur quel périmètre? Uniquement sur l'activité de stockage des données sur le cloud ou sur d'autres étapes du cycle de vie? Peut-être pour Léa,
Neutre en carbone sur quel périmètre interrogation, uniquement sur l'activité de stockage des données sur le cloud interrogation, ou sur d'autres étapes du cycle de vie. Ça fait beaucoup de questions en une. Oui, écoutez, pour Google Cloud, donc on est neutre en carbone sur l'intégralité de nos solutions, donc c'est-à-dire pas uniquement le stockage pur et dur de données, mais aussi par exemple toutes les solutions en SaaS. Donc je pense à par exemple des outils de collaboration pour faire du télétravail comme Google Workspace. J'espère que ça répond à la question. Elle est très claire, votre réponse, Léa. J'aimerais bien qu'on parle des données et de l'analyse de la donnée uniquement, notamment dans les transports publics. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cloud? Parce que là aussi, ça fait partie de la décarbonation numérique. Tout à fait. On travaille en lien avec plusieurs partenaires dont fait notamment partie Atos sur des solutions concrètes, des outils qu'on peut mettre à disposition des collectivités pour les aider justement à atteindre leurs objectifs environnementaux. Et il y a trois exemples que je voulais vous citer aujourd'hui. Par exemple, il y a tout ce qui est réduction de la consommation énergétique des bâtiments. Car en France, c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, avec de l'intelligence artificielle et de l'analyse d'images, cela nous permet de mieux comprendre d'où vient la déperdition d'énergie. Et ainsi, on peut aider les particuliers à mieux prioriser les travaux et afin qu'ils soient plus efficaces. On travaille aussi sur d'autres solutions, sur comment développer les énergies renouvelables au sein des villes, par exemple. Et là, encore une fois, avec de l'analyse d'images, de l'intelligence artificielle, on a mis au point une solution qui permet de mieux... alors, c'est pas cette illustration, c'est l'autre qui permet... C'est pas ça. C'est l'autre. Oui, de voir vraiment quel est le potentiel solaire sur les bâtiments. Alors, ça peut être aussi bien des habitations particulières que des bâtiments publics. Et donc, de calculer la surface qui pourrait être utilisée et combien elle pourrait créer d'énergie, donc qui soit vraiment non carbonée. Et puis, le dernier point donc, que je souhaitais aborder, c'est vous en parliez, c'est lié au transport. Et en fait, beaucoup de collectivités ont énormément de sources de données à leur disposition, mais souvent elle est silotée et elle n'est pas facile à être intelligible. Et justement, tout l'objet de nos solutions, c'est de l'agréger et de la rendre pertinente. Et je reprends aussi le terme de Monsieur Boucher, d'avoir des outils de pilotage qui permettent de mieux comprendre comment est utilisé entre guillemets un territoire. Est-ce que par exemple les flux de circulation, c'est plutôt des personnes qui viennent de l'extérieur de la ville ou c'est plutôt les urbains qui n'utilisent pas assez les transports en commun? Et ces informations vont permettre de mieux comprendre les comportements et dans un second temps peut-être de les influencer pour une meilleure utilisation des services des transports en commun ou d'autres choses. Donc je pense aussi que ça peut être vraiment intéressant en termes de transparence et de montrer l'efficacité des politiques publiques. Merci Léa. Alors encore une question là pour vous tous. Notre quotidien décarboné, il ressemblerait à quoi? Alors on va commencer, si vous le permettez, par Philippe. J'aimerais que chacun d'entre vous me donne sa signification du quotidien décarboné et de l'avenir et de notre devenir quotidien. Philippe. Oui, alors d'abord le carbone on en a besoin, sinon l'espèce humaine serait en grand danger. Mais décarboner, une situation que moi j'aimerais vivre, c'est une situation dans laquelle effectivement tout à chacun, monsieur tout le monde, va d'un point A à un point B en utilisant des transports décarbonés, si possible non individuels. Ça c'est pour le transport, dans lequel il aura une idée très très concrète de la façon de ce qu'il fait lorsqu'il utilise le numérique, lorsqu'il se connecte le matin à son ordinateur, lorsqu'il regarde la télévision, lorsque dans la journée il consomme un peu trop de vidéos,
pour lui, hein, c'est-à-dire qu'il a un indicateur qui lui permettra de savoir ce qu'il consomme véritablement, et ça lui permettra peut-être plus facilement, ça nous permettra peut-être plus facilement de comprendre quel est l'enjeu derrière cette consommation de CO2. Voilà, un environnement décarboné, c'est ça, c'est un certain nombre d'outils à la disposition de Monsieur Tout le Monde et bien entendu de la collectivité pour essayer de continuellement améliorer les choses. C'est un univers dans lequel Google et Atos auront franchi les derniers caps du carbone zéro et dans lequel du coup on pourra proposer véritablement de nouveaux outils numériques qui sans consommation de CO2 ou en tout cas le moins possible. Voilà ce que, comme ça, je dirais spontanément concernant la décarbonation. Jacques Rosemont, pour vous, notre quotidien décarboné, il ressemblerait à quoi ? Notre quotidien décarboné, il ressemblerait, si on réussit notre pari en réalité, il ressemblerait à notre quotidien aujourd'hui, mais en plus responsable, c'est-à-dire en ayant conscience de chacun des gestes que chacun est amené à mettre en place, et il ressemblerait en fait à un quotidien d'aujourd'hui, mais pragmatique, et sans excès dans les usages, et sans excès dans la consommation qu'on peut avoir, et qui peut avoir un impact sur la consommation. Mais tout ça sans être au détriment du bien-être et de la façon dont, et du mode de vie qu'on a aujourd'hui. Sylvain, alors le bien-être, le mode de vie qu'on a aujourd'hui, ça nous importe bien sûr aux uns et aux autres. Sylvain, pour vous, notre quotidien décarboné ressemblerait à quoi ? Tout l'engagement écologiste, la question, voilà, c'est du pain béni pour vous, c'est bien ce que je disais. Meilleure, une société où on vit mieux, une société où on est en bonne santé. Et pour répondre à la question, j'aurais envie de m'appuyer sur le triptyque qui est utilisé dans le domaine de l'énergie pour défendre des scénarios énergétiques, mais qu'on peut peut-être adapter à notre sujet numérique. Sobriété, efficacité, renouvelable. Sobriété, ça veut dire consommer moins, se déplacer moins, peut-être même travailler moins. En tout cas avoir voilà des réflexions aussi sur les modes de vie, sur la façon d'être plus sobre. Efficacité, et là le numérique peut aider, c'est comment est-ce que on peut arriver au même résultat avec moins de consommation d'énergie, avec moins de rejet de CO2, et donc il y a beaucoup d'optimisation, d'efficacité à avoir sur ces questions-là. Et puis renouvelable, implanter, développer de nouveaux systèmes qui sont moins consommateurs et par exemple le développement des énergies renouvelables, mais il y a beaucoup d'autres champs, d'autres secteurs dans lesquels on peut imaginer énormément de choses pour limiter l'impact de nos activités sur l'environnement. Merci Sylvain. Alors une question pour Jacques. Peut-on rendre les collectivités impliquées en décarbonation éligibles au certificat d'économie d'énergie afin d'apporter une aide incitative? La Banque des territoires peut-elle aider les collectivités rurales à définir un plan structuré dans ce domaine? Alors, dans les projets de rénovation énergétique du parc tertiaire des collectivités, de façon générale, c'est d'ores et déjà quelque chose qu'on essaye de mettre en œuvre main dans la main, parce qu'en fait, les certificats d'économie d'énergie sont d'ores et déjà accessibles aux collectivités. Après, il y a un accompagnement nécessaire à mettre en œuvre. Donc, cet accompagnement-là, on le met. On travaille d'ailleurs avec. Alors, il y a des opérations qui sont des opérations d'in-tracting ou d'autres typologies d'opérations qu'on met en œuvre. D'ailleurs, on a travaillé avec la ville de Paris sur des écoles justement dans le cadre d'opérations d'optimisation d'économie d'énergie. Et donc du coup, par rapport à ça, l'idée est vraiment de pouvoir aider les collectivités à exploiter l'ensemble des leviers qu'ils ont à disposition pour pouvoir le faire. Donc c'est tout à fait l'esprit de ce qu'on met en œuvre dans le cadre justement de notre plan climat et surtout sur la rénovation du patrimoine public. Alors une question classique, ne faut-il pas aussi, classique mais très intéressante, ne faut-il pas aussi produire moins de services,
moins de produits, c'est-à-dire être dans une société de consommation un peu moins avec cette fuite en avant que nous avons souvent l'impression de vivre. Qui veut répondre? Ne faut-il pas aussi produire moins de services, moins de produits? Oui, Jacques? Je réponds avant que la ville de je réponds avant que la ville de Paris ne réponde parce qu'ils ont une stratégie économie circulaire très bien établie. Mais effectivement, il y a là-dessus un vrai sujet. L'économie circulaire, la capacité non pas à produire moins, mais la capacité à produire mieux et à mieux utiliser ce dont on dispose déjà. Et gérer les ressources, faire en sorte qu'elles puissent avoir un cycle de vie le plus complet possible, permettre finalement à tous et à chacun de fonctionner avec ce que je disais tout à l'heure, une forme de pragmatisme quant à notre rapport justement à l'environnement, la ressource et notre consommation de façon générale. C'est pas produire moins, mais c'est produire mieux. Et du coup la lutte contre l'obsolescence programmée, des choses comme ça, et de travailler vraiment sur l'économie de la fonctionnalité plutôt que justement l'économie de production. Voilà. Alors Paris, c'était quand on parlait de réponse de Paris, c'était à l'attention de notre ami Sylvain. Alors rapidement, s'il vous plaît, parce que j'aurais aimé que vous puissiez conclure les uns les autres. Hein. Il est 15h11, il nous reste quelques minutes. Vous voyez, le temps file vite. Je le regrette. Hein. J'aimerais que l'on puisse prolonger un peu plus ce débat, mais hélas, nous avons aussi des impératifs. Sylvain, qu'avez-vous à répondre à Jacques? Ah bah je souscris évidemment tout à fait, c'est la stratégie de la ville de Paris. La métropole du Grand Paris travaille aussi sur ces questions-là. Et puis je le rappelle, c'est vraiment un axe important des réflexions de la Convention citoyenne sur le climat, tout le travail sur le cycle de vie des équipements. Et effectivement, il faut qu'on ait un nouveau rapport aux objets d'une manière générale et particulièrement aux objets numériques si on veut être plus vertueux. Merci. Alors, je vais vous demander quelques mots de conclusion. Il est 15h12. On va commencer, si vous le voulez bien, par Jacques. Jacques, quelques mots de conclusion sur décarboner avec le numérique, point d'interrogation. Oui, c'est possible. Bien évidemment. Là, je vois, avant de céder la parole à Jacques, Nevers Agglomération contribue avec d'autres collectivités à la mise en place d'un label numérique responsable adapté pour les territoires. Est-ce éligible à des aides? Pour vous, Jacques, sans doute, non? Répondre comme ça à chaud sur une question de ce type-là, c'est compliqué. Par contre, c'est certainement éligible à un accompagnement en ingénierie et ça vaudrait le coup effectivement qu'on puisse en parler par la suite. Voilà, et enfin, prêt à étudier un partenariat entre Paris et Terreval sur ces questions. Bien évidemment, on y contribuera. Jacques, quelques mots, s'il vous plaît, de conclusion sur ce colloque, ces échanges, très intéressants d'ailleurs. Juste, et je pense on partage cette vue-là, mais le numérique c'est un outil et c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout dépend, c'est comme tous les outils. Si on utilise mal un outil, effectivement, il peut faire des dégâts considérables, à l'image d'un marteau dans un bâtiment. C'est exactement la même chose avec le numérique. C'est un outil qui peut être notre allié justement dans cette transition. Et si on le considère autrement, effectivement, ça peut être juste un frein phénoménal pour pouvoir atteindre nos objectifs de décarbonation. Donc oui, le numérique est un outil pour décarboner et peut nous aider à y arriver beaucoup plus vite. Merci Jacques. Léa, Google Cloud. Quelques mots de conclusion, Léa, s'il vous plaît. Oui, effectivement, je rejoins un petit peu Monsieur Rosemont. Je pense que on a souvent parfois malheureusement une vision assez pessimiste de l'avenir, et je suis confiante dans les outils et les solutions que peuvent nous offrir un numérique responsable qui peut nous aider tous collectivement à aller dans le bon sens. Ça sera ma conclusion. Merci Léa. Sylvain Réfaud, quelques mots. Moi, je pense qu'il faut. Il y a
il y a une trajectoire, comme je disais, il y a des sujets de préoccupation, et pour conjurer ça et puis se mettre sur une meilleure trajectoire, effectivement, il faut regarder cas par cas les comportements individuels. Les collectivités locales ont un rôle très important à jouer, et ça doit être un objet de planification maintenant aussi, ces aspects-là d'études, pour essayer d'améliorer tout ce qui peut l'être et utiliser au mieux les technologies. Merci enfin Philippe Boucher pour Atos. Philippe? Oui, alors, bon, donc décarboner avec le numérique, oui, bien évidemment, je complètement en phase avec les uns les autres. Je rajouterais, alors j'espère que c'est pas l'ouverture d'un débat, on en fera un autre peut-être, mais je pense oui, que l'utilisation de tous ces outils, des outils dont on a parlé, qui ont été évoqués par tous, prennent leur sens au niveau du territoire si on arrive à fédérer, à mutualiser, comme ça a été dit tout à l'heure par Jacques, mutualiser au maximum. Donc, la décarbonation, c'est pas simplement l'apanage des grandes villes, des très grandes villes comme Paris. On a la chance d'ailleurs, entre parenthèses, de pas avoir des Mumbai partout en France, d'avoir des territoires et territoires ruraux dans lesquels tout ça, ça peut s'exprimer. Et comment ça peut s'exprimer? Avec des projets de mutualisation de plateformes de données. C'est un véritable schéma directeur local qui va permettre de mutualiser l'apport de ces nouveaux outils sans que ça coûte très cher à la commune. Donc, bien entendu, je vise les intercommunalités, les petites et les grandes. Voilà. Donc malheureusement, c'est plus qu'une conclusion, mais c'est pour moi fondamental. Mais on y reviendra, ça c'est évident, on arrive au terme de cette heure passée trop vite. Je remercie madame, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir voulu débattre autour de décarboner avec le numérique. On l'a bien vu, une prise de conscience sur les enjeux à venir, une responsabilisation. Les outils existent. Ils existent vraiment avec les entreprises, Atos, Google Cloud, avec les élus, les collectivités locales et territoriales ont un rôle très important à jouer à l'avenir. Et puis enfin, ce qui est revenu tout au long de cette petite heure, mutualiser, ne pas avoir peur de le faire. Vous pouvez continuer à suivre l'actualité de la mission Écoterre sur écoterre.org. Remerciements je le disais, à nos 4 amis. Ils sont toujours là. À vous toutes et tous qui nous avez suivis. Bien sûr, aux émotionneurs en régie finale. Alors, il y a Charlotte B, il y a Antoine, Philippe, Oran et Chloé, et puis ici à Paris avec Manon, elle est là en face de moi, toujours fidèle au poste, et Alexandre. Un grand merci également à Quentin Lemiastre qui m'a aidé à préparer cette visioconférence. On se retrouvera en juin autour d'un sujet aussi important sur la cybersécurité. Merci à vous, portez-vous bien, à très vite.